Bonsoir à tous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir. Merci d'être venus si nombreux ce soir. Ça nous fait vraiment très plaisir, ça nous touche beaucoup. On est ici grâce à la librairie Lexico Paul Léo qu'on aimerait remercier et aussi l'ambassade de Belgique qui ont bien voulu nous écouter et croire en nous. Et on a réussi à partager jusqu'à présent notre enthousiasme pour l'auteur que nous allons présenter ce soir avec ces personnes et j'espère avec vous, on espère avec vous ce soir. Peut-être avant de vous présenter Ali Bader, on aimerait vous expliquer comment on l'a rencontré et peut-être d'abord vous dire qui on est, ça vous donnera une idée un peu de l'enchaînement et des questions que nous allons avoir. En fait, on s'est rendu compte quand on a préparé ces questions qu'on avait des profils très différents, Chantal et moi. Je commencerai par me présenter et ensuite je laisserai Chantal se présenter. Moi je suis journaliste et historienne de formation. J'habite ici à Athènes depuis 3 ans. Et ce qui m'a beaucoup touchée dans l'œuvre d'Ali, c'est la façon dont il écrit ses romans, dont il parle de l'histoire, son rapport à l'histoire, à travers des personnages réels. Et en fait, vous verrez que dans ses romans, à chaque fois, c'est un journaliste qui fait une investigation et qui fait une recherche sur les personnages. Et il y a un mélange d'histoire et de faits réels. Et j'aime beaucoup l'histoire et j'aime beaucoup le journalisme et interroger les gens. Donc ça me parle beaucoup, sa façon d'écrire l'histoire à travers les personnes. Voilà, je laisse Chantal se présenter. Merci Anita. Bonsoir à tous et merci également d'être venus ici. Donc, mon nom est Chantal, je suis psychologue clinicienne de formation et j'ai beaucoup travaillé tant en Belgique qu'en Asie, en Afrique et ici en Grèce aussi avec les conséquences des traumatismes dus à des guerres ou à des génocides. J'ai aussi travaillé à plusieurs reprises sur les relations et l'équité homme-femme. Et de fait, je m'intéresse beaucoup aux personnes, à leur histoire, à leur passion, à leur choix, aux nuances, aux différentes perspectives que peuvent avoir certaines situations. Voilà, je repasse la parole à Anita. Non, tu racontes. Ok, je pensais qu'il y avait encore. D'accord, donc laissez-moi commencer par... Est-ce qu'on peut quand même applaudir pour un début? Oui. On aura l'introduction d'Ali Bader, effectivement, qui est la personne clé de cette soirée. On aura juste après qu'on vous raconte comment on a rencontré Ali. Alors, imaginez que vous êtes en voyage en Géorgie avec un groupe d'amis et que ce voyage commence à prendre fin. Imaginez que vous êtes assise dans un avion à côté d'une amie et que vous attendez la 3e personne pour compléter la rangée. Vous avez deviné, les 2 personnes, les 2 amis sont Anita et moi-même. Quand vient un homme charmant, qui a l'air charmant, un jeune homme, s'asseoir à côté de nous, Ali Bader bien sûr. On a commencé à discuter avec lui parce qu'on était curieux de savoir pourquoi est-ce que quelqu'un se rend en Géorgie, qu'est-ce qu'il va chercher là-bas, est-ce que c'est pour faire du tourisme et alors on pourrait échanger parce qu'on était très enthousiaste sur le pays, ou est-ce que c'est pour des affaires? Et à notre grand étonnement, il nous dit qu'il est venu en Géorgie pour une foire du livre. Tout à fait inattendu pour nous. Et puis on lui demande quelle est sa nationalité et il nous répond « Je suis arabe ». Exactement, madame. C'est cette réaction qu'on avait en se disant on attendait une nationalité, on a reçu l'arabe. On se présente nous-mêmes et je pense qu'il l'expliquera peut-être plus tard aussi ce que ça signifie pour lui. On s'est introduit nous-mêmes, France, Suisse, Belgique, et la réaction « Ah, mais je suis belge moi aussi !» Surprise à nouveau. Et on parle brièvement de son histoire, de son arrivée en Belgique en 2013, de son statut de réfugié quand il est arrivé en Belgique avant de recevoir la nationalité belge, effectivement.
Il nous parle aussi de ses livres, d'une pièce de théâtre qu'il venait de terminer. Et on devient de plus en plus intéressé car le contenu des livres nous semble vraiment intéressant. Parler de thèmes qui nous tiennent à cœur, nous aussi, d'une perspective un peu différente des autres livres qu'on a l'habitude de lire. Et il nous parle aussi brièvement de son engagement politique aussi en Belgique. Et puis à la fin du voyage, il nous demande alors, vous continuez sur Bruxelles parce que le vol se faisait entre Tbilissi et Istanbul, et puis il y avait un vol à prendre après pour notre destination finale. Et il dit, vous allez sur Bruxelles ou sur Paris? On dit, non, non, nous on va à Athènes. Et à nouveau, ah, Athènes! J'ai vécu quelques mois là et c'était une ville magnifique. J'ai adoré. Il a même écrit un poème sur Athènes et je pense qu'on en parlera avec Anita un peu plus tard aussi. Et donc il y a pas mal de liens entre Ali Bader, et le fait qu'il soit là ce soir, ce n'est pas, je pense, simplement dû au fruit du hasard. Il se devait de revenir à Athènes et c'est ce qu'on a essayé de faire, tout aussi en essayant de partager avec vous l'enthousiasme qu'on a eu toutes les deux après avoir lu ces livres. En tout cas, les deux livres dont on va parler ce soir et qui ont été traduits en français. Voilà, je vous remercie beaucoup. J'espère que ça a un peu clarifié les questions que certaines personnes avaient à notre rencontre. Je repasse. Merci. Alors, peut-être juste pour continuer sur ce premier échange qu'on a eu dans l'avion, quand je t'ai dit que j'étais journaliste, tu m'as dit que tu avais été interviewé par un journaliste français qui est Philippe Lançon. Philippe Lançon, c'est le journaliste qui était dans les attentats de Charlie Hebdo, qui a écrit ce livre Le Lambeau et qui est donc correspondant pour Libération et qui a fait une très très belle interview avec Ali Bader dans Libé. Et là, je me suis dit, Philippe Lançon, c'est quand même pas n'importe qui. Ensuite, quand je lui ai dit que je venais de Paris, il m'a dit ah ben, j'ai écrit un livre qui se passe à Paris sans y avoir été, et mon éditeur au Seuil m'a dit que tout était juste dans ma description sauf les chaises du jardin du Luxembourg. Et là je me suis dit oh là là. D'abord les éditions du Seuil c'est quand même quelque chose aussi, et puis ce sens de l'observation et du détail, ça nous a effectivement beaucoup intrigués. Donc, dès qu'on est rentré chez nous, on a cherché sur Wikipédia, on s'est un petit peu renseigné, et on s'est rendu compte que Ali Bader est un écrivain qui n'est pas très très connu dans le monde francophone, parce qu'il a 2 livres qui ont été traduits et donc publiés aux éditions du Seuil, mais c'est une personnalité très connue dans le monde arabe. Il a écrit à ce jour plus de 15 romans, plusieurs ont eu des prix littéraires dans les pays arabes. Quand il va dans ces pays, il est toujours reconnu et il fait ça le comble. Et il faut savoir aussi qu'il est traduit en 18 langues. Et une des langues dans lesquelles il est traduit, c'est le géorgien. Et c'est la raison pour laquelle il était à Tbilissi. C'était pour présenter 2 de ses livres qui ont été traduits donc, en géorgien. Donc c'est une personnalité que vous rencontrez ici qui mérite d'être connu par les francophones, parce qu'il est encore pas beaucoup, bien qu'en Belgique, il est déjà très connu. Aujourd'hui, on a reçu un mail d'une personne qui voulait venir, mais qui ne pouvait pas, mais qui disait qui vit en Belgique et qui disait qu'elle regrettait beaucoup parce qu'elle aimait beaucoup tes livres. Et tu as aussi été au salon du livre de Bruxelles et d'Anvers, donc il est publié beaucoup aussi en Belgique. Maintenant, donc, les 2 livres dont on va parler ce soir, c'est d'abord, dans l'ordre chronologique, Papa Sartre. Papa Sartre, c'est son premier roman qui a été écrit en 2001, publié aux éditions du Seuil en 2014. C'est un livre qui raconte en fait une période de l'Irak qui est un peu un âge d'or pour les Irakiens. Je crois qu'encore aujourd'hui, beaucoup de personnes sont très nostalgiques de cette époque, qui est la fin des années 50 et les années 60, quand il y a eu une période de rencontre entre les intellectuels, les artistes, les différentes communautés, qui, juste avant la Révolution, se sont retrouvés et ont pu échanger
Et on a eu le sentiment que l'Irak allait passer dans une époque moderne. En tout cas, c'était la volonté de beaucoup d'intellectuels et d'artistes. Et c'est cette petite tranche-là de l'histoire de l'Irak que Ali nous raconte, avec beaucoup de détails et beaucoup d'anecdotes et beaucoup d'humour sur lesquels on va revenir. Il faut savoir aussi que ce livre s'appelle Papa Sartre parce qu'il est inspiré de l'histoire de son propre père. Le père d'Ali a étudié l'existentialisme à Paris dans les années 50. C'est la raison pour laquelle Ali connaissait bien Paris sans y avoir vraiment vécu. Et il est rentré à Bagdad et il a voulu développer ce mouvement existentialiste à Bagdad. Donc on reviendra sur cette époque. Le deuxième roman, Vie et mort de Kamal Medat, est paru aux éditions du Seuil en 2016, mais là aussi il a été écrit bien longtemps avant, il a été écrit en 2008, à une époque où je pense que tu devais être correspondant de guerre basé à Beyrouth, ou en tout cas à côté au Moyen-Orient. Et ça part à nouveau, j'ai oublié de dire, mais Papa Sartre, c'est un journaliste qui fait une investigation, qui recherche en fait les traces de cet intellectuel existentialiste. Vie et mort de Kamal Medat, c'est la même chose, c'est un journaliste à qui on demande d'enquêter sur la mort de ce personnage Kamal Medat qu'on retrouve assassiné dans Bagdad. Et donc, ce journaliste correspondant de guerre va dans Bagdad à l'époque de l'occupation américaine. Donc on a aussi là des descriptions très très riches de ce qu'était Bagdad à cette époque. Et il va remonter l'histoire de ce personnage. Et c'est un personnage qui en fait, c'est une personne, mais qui a eu la mauvaise idée d'être la mauvaise personne au mauvais endroit, au mauvais moment, 3 fois dans sa vie. Et qui à chaque fois a dû quitter son pays, et à chaque fois, par un autre moyen, en changeant d'identité, revient dans son pays. Et c'est assez intéressant de voir comment il utilise tous les moyens possibles pour revenir, parce que son but c'est vraiment de vivre dans son pays, l'Irak. Alors, à travers cette histoire, c'est l'histoire de l'Irak du XXe siècle, depuis les années 30 jusqu'à nos jours. On a au départ un jeune musicien, violoniste juif, qui est victime des pogroms qui ont eu lieu en Irak dans les années 50. Il fuit l'Irak et il part en Israël. Là, pour diverses raisons, il ne supporte pas et il s'enfuit. Il trouve un moyen de changer d'identité en passant par Moscou. Il arrive à Téhéran dans les années 50-60. On a des très très belles descriptions de l'Iran et de Téhéran à cette époque. Et là, il se marie avec la fille d'un riche commerçant chiite. Donc il change d'identité, il intègre la communauté chiite d'Irak, il arrive à rentrer en Irak, toujours comme musicien. Le fil conducteur, c'est qu'il est toujours musicien. Et il vit là pendant 20 ans, jusqu'à ce qu'éclate la guerre entre l'Irak et l'Iran. Et là, à nouveau, mauvaise personne au mauvais endroit. Il fuit, il traverse les montagnes, il repart en Iran. On redécouvre l'Iran juste après la Révolution. Et là, il change à nouveau d'identité, il ne peut plus être chiite. Il passe cette fois par Beyrouth et Damas, la Syrie, et à nouveau rencontre avec une femme qui lui permet de retourner dans son pays d'origine, cette fois comme sunnite. Et là, il va être un grand musicien sunnite, proche du régime de Saddam Hussein. Il va d'ailleurs rencontrer Saddam Hussein et finir donc comme sunnite dans les rues de Bagdad. Donc voilà les deux romans racontés brièvement pour vous permettre de suivre un peu après l'enchaînement de la discussion. Ensuite, donc, simplement pour vous dire que Ali Bader a été, suite à ces 2 romans, il a dû fuir son pays. À chaque fois, toi aussi tu es retourné dans ton pays. Oui. Donc, après Papa Sartre, peut-être moins après Kamal Medat. Tu as vécu, donc, on l'a dit, quelques mois à Athènes pour écrire un roman qui n'a jamais été achevé finalement, mais par contre il y a un très beau poème que tu as écrit, qui a été écrit en arabe, qui n'a pas été traduit officiellement en français, mais on vous lira quelques extraits et on en parlera. Et puis donc depuis 2013 tu es installé en Belgique, et c'est là que tu écris.
Et simplement pour terminer, pour dire que tu écris, mais tu as aussi écrit beaucoup de pièces de théâtre, de scénarios. Tu es journaliste, traducteur. On a appris aujourd'hui que tu traduisais notamment, tu as traduit les poèmes d'Apollinaire en langue arabe. Donc c'est un grand spécialiste de la littérature française et francophone. Ali a étudié la philosophie française, allemande et anglaise à Bagdad, aussi quand il était étudiant. Donc c'est son domaine, c'est la philosophie et l'écriture. Et donc voilà, on était très heureuse de faire sa connaissance et de pouvoir partager avec vous ce soir tout ce qu'il a à nous dire. Merci. Merci. Alors peut-être avant de poser une première question, je voudrais spécifier qu'on va poser peut-être quelques questions. On aura une discussion avec Ali et puis après vous aurez aussi le temps de poser quelques questions. Avant, peut-être parce que pour t'introduire, avant que je commence avec mes questions, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou à expliquer pourquoi tu t'es défini comme écrivain arabe? Parce que tu es vraiment plus large d'approche. Non, je vous remercie vraiment pour cet moment. Je suis vraiment très touché de cette invitation. Et je vous remercie aussi l'ambassade de la Belgique, Odile, toi et Anita, et aussi vous d'être venus ici. J'adore Athènes, vraiment ça me rappelle aussi de quelques villes de l'Orient, la Syrie, Bagdad, Beyrouth, quoi. C'est les mêmes, peut-être c'est les mêmes cuisines, les mêmes, peut-être les mêmes odeurs, les mêmes arbres. Il y a aussi l'unaricha ici, je ne sais pas si comment on est grec, c'est l'orange amer. Comment on dit ça? Oui, c'est partout à Bagdad aussi. Donc il y a vraiment il y a beaucoup de choses. Je ne veux pas vraiment ajouter des choses qui vont peut-être vont présenter. C'est très bien, très très bien. Donc j'attends les questions. Et si tu permets, avant de commencer avec les questions, on aimerait bien t'entendre, mais j'aimerais commencer par un tout petit passage de Papa Sartre. En fait, c'est presque à la fin de Papa Sartre, mais que je trouve résume bien quelques thèmes qu'on a retrouvés dans plusieurs de tes romans. Peut-être aussi spécifier, pendant que je cherche le passage, qu'on a lu, Anita et moi, donc les deux romans que vous voyez ici, et puis encore un troisième roman, Le musicien des nuages, auquel on fera peut-être allusion, qui a été traduit, mais qui va être publié très bientôt en français aussi, je pense. Ok. L'écriture m'avait libérée, comme elle avait libéré le philosophe. Ses sentiments jusqu'à-là retenus avaient enfin pu s'exprimer. J'avais pu lui insuffler un esprit, une vie, le gonfler comme un ballon de baudruche jusqu'au moment où il avait éclaté. Je n'avais pas du tout cherché à faire œuvre d'historien, n'étant que trop consciente de la vanité et du danger qu'impliquent les interprétations fondées sur l'histoire avec un grand H. Dans cette biographie, j'avais fait en sorte de laisser toute la place aux illusions des personnages, de voir avec leurs yeux leur environnement, la réalité extérieure avec laquelle ils essayaient de composer. Un homme ne peut vivre sans entretenir sur lui-même quantité d'illusions. De ma fenêtre, je regardais la rue. La brise secouait légèrement le feuillage d'un gros arbre. Une femme passait, tenant à la main une boîte fermée avec des rubans. Un vague air de violon m'arrivait de loin. J'ai choisi ce passage pour commencer parce que je pense qu'il décrit quelques-uns de tes thèmes qu'on retrouve dans tes livres, qui sont l'illusion, l'identité, la biographie fictive
qui permet de décrire une époque, une société particulière et permet au lecteur d'être le témoin direct d'une période, voire même d'une tranche d'histoire. Tu termines aussi par le son du violon. Et le violon, l'art et la musique en particulier, et même le violon joue un rôle important dans tes livres. Et puis le lien avec l'histoire, la manipulation des faits, la manipulation des masses. Je pense que tout ça sont des thèmes importants, pas les seuls, mais ça se retrouve dans ce petit passage. Alors moi, ce qui m'a frappé, c'est que dans tous tes livres, comme l'a déjà un peu mentionné Anita, on retrouve beaucoup de détails. Tu décris, j'ai l'impression de me promener à Bagdad, or je n'ai jamais été à Bagdad, de me promener à Damas, je ne connais pas Damas, tu décris de me promener à Paris dans des quartiers que je ne connais pas, même à Bruxelles, parce que tu décris dans ce troisième livre que je mentionne Bruxelles, mais on a l'impression, connaissant un peu Bruxelles, j'ai l'impression de m'y trouver. Et tu décris le tout avec des détails de façon très visuelle, avec aussi une recherche énorme, parce que dans Vie et mort de Kamal Meda, par exemple, je suis allée rechercher parfois pourquoi tu mentionnais certains noms. Et pour donner un exemple, tu cites le concours Reine Elisabeth. Un des protagonistes de ton roman porte le nom d'un des vainqueurs du concours Reine Elisabeth. Le concours Reine Elisabeth est un concours de violon, de musique classique. Et donc j'ai l'impression que tu fais beaucoup de recherches. Tu n'es pas seulement à l'écoute des gens et de leur histoire, et tu n'es pas seulement, je veux dire, ton thème n'est pas uniquement l'écriture en soi, mais il y a aussi beaucoup de recherches avant l'écriture. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu peux en parler un peu plus? En fait, c'est quoi? Au début, j'ai voulu être un professeur à l'université en Irak. Parce que je pensais à cette époque-là, je peux, comment on dit, je peux analyser la société arabe bien. Mais c'est après, moi je trouve que vraiment la science humaine est détruite par le gouvernement. La science humaine au pays arabe, elle est détruite par le gouvernement. Il n'y a pas beaucoup de pouvoir social, pouvoir politique, quoi. Je trouvais que le roman peut substituer la science humaine au pays arabe. Donc, j'écris un roman, mais il y a beaucoup de détails, beaucoup d'analyses sociologiques, philosophiques. L'illusion, c'est très important parce que ça, depuis mes études à l'université, moi je trouve que la sociologie, par exemple, se dépend toujours sur la réalité. Moi, je pense qu'on ne vit pas seulement dans la réalité, on vit aussi dans l'illusion. Donc, c'est l'illusion, à mon avis, c'est bon thème pour analyser aussi par la science ou par le roman. Parce que le roman, c'est qui me permet à parler de l'illusion et de la réalité. Donc, c'est mon roman, toujours, il y a trois choses. C'est l'analyse sociologique, je ne sais pas philosophique, quoi. De sciences humaines, et il y a c'est-à-dire les documents et l'illusion, c'est très important, et la description visuelle, parce que moi je pense que c'est très important de voir c'est comment la vie là-bas. En fait, moi, quand j'avais 15 ans, je lis un roman anglais, parle du quartier arabe où j'ai vécu. Mais quand je lis, moi je me sens à cette époque-là. Comment il a vu ça? Moi, je n'ai pas vu. C'est le quartier, c'est les magasins, le café. Donc, moi, je trouve qu'il faut il faut donner une distance entre moi et la réalité. Une distance de moi et la vie. Donc, je trouve que c'est une bonne idée à écrire. Il n'est pas vraiment, comment on dit, immersé dans le scène ou dans la vie. Donc, cette distance, peut-être, c'est la distance, moi je l'appelle la distance de la compréhension, comme on dit, c'est la connaissance.
la distance de la connaissance. Pour connaître quelque chose, il faut faire une distance entre toi et la vérité. Donc, c'est comme ça. Moi, j'écris, c'est comme ça, c'est mes livres. Quand j'écris Papa Sartre, je fais ça. C'est la description de la vie de Bagdad à 60 ans. À cette époque-là, c'est quoi? Saddam Hussein, quand il est venu en Irak, il a détruit toute l'histoire avant la révolution, pour dire que c'est la vie en Irak, la modernité, venue avec la révolution de Baath. Donc, moi, je fais quoi? Je dépends sur l'histoire orale. Moi, j'ai questionné, j'ai rencontré beaucoup de gens qui à cette époque-là, très vieux, pour savoir ce qui se passait en Irak avant la révolution. Donc, c'est mon livre vraiment, c'est pour le lire comme un document sur l'Irak aux années 60 et aux années 50. Ok, merci. Puis peut-être une deuxième question, avant de continuer avec Anita. Dans Papa Sartre, mais dans d'autres livres aussi, tu te moques gentiment de certains milieux qui se prennent très au sérieux. Et en général, tu emploies beaucoup l'humour et la dérision. Ouais. Dans Papa Sartre, je peux peut-être lire à nouveau un passage. Tu parles beaucoup de la nausée de Sartre. Ouais. Sauf que tu le prends très textuellement. Je vais vous lire un tout court passage. Quand Dalal lui demanda de qui il s'agissait, et je vais peut-être donner un peu de background de quoi il s'agit, un tableau va être pendu dans un bar, un tableau de Sartre. Et donc tu écris, quand Dalal lui demanda de qui il s'agissait, Abdelrahman lui adressait l'un de ses sourires de philosophe mélancolique, pointa le doigt sur l'œil éteint de Sartre et lui dit « C'est celui qui nous a appris à tous comment avoir la nausée. » Dalal secoua la tête avant de s'exclamer « Ah, je vois, un nauséiste authentique et original. » C'est un détail, mais le livre est plein de ce genre de détails qui m'ont, moi, beaucoup amusé. Je veux dire, il y a plusieurs façons de lire ce livre. Et une des façons, c'est amusant. J'étais seule en train de le lire et parfois j'éclatais de rire parce que je trouvais que tu étais très gentiment, tu te moquais de ces milieux qui se prennent très au sérieux. Oui, en fait, c'est moqué de mon père. Mon père était comme ça. Mon père était influencé par l'existentialisme sans savoir c'est quoi. C'est vraiment c'est une chose très très étonnante. Parce que quand j'ai rencontré, j'étais étudiant à la philosophie à Bagdad. Et on a lu, il y a beaucoup des Irakiens qui étaient existentialistes. Et après, moi je trouvais qu'il y a un passage qui est traduit en arabe, de le français, un passage, à mon avis, d'un roman de Simone de Beauvoir. Et le traducteur ne fait pas la différence entre cheveux et les cheveux. C'est les cheveux et le cheveu. Donc moi j'ai dit, c'est comment on comprend la philosophie existentialiste? Si la traduction c'est comme ça, c'est pas possible. Et après j'ai rencontré certains Irakiens qui parlent comme l'existentialiste, aux philosophes existentialistes. Je trouve que pour eux, l'existentialisme, c'est un comportement social. C'est-à-dire, il va au bar avec les prostituées, des trucs comme ça. C'est pas vraiment des choses de la mentalité. Ou il écrit des choses érotiques ou quoi, c'est-à-dire. Donc, et c'est aussi, mon père à cette époque-là, il était allé à Paris pour étudier la philosophie existentialiste, bien sûr, je ne sais pas.
Et après, il est rentré en Irak sans parler le français, mais on a beaucoup de livres en français à cette époque-là. Mon père aussi, il a fait, c'est les chevaux, c'est comme ça, un intellectuel avec une lunette. Il n'a pas besoin de lunettes, mais c'est aussi, il a fait une lunette, c'est comme ça. Oui. Une fois, il a vu une photo de Paul Nizan. Il a fait comme ça. Il est allé au photographe pour faire comme Paul Nizan, qui fait comme ça. On a dans le salon, il y a 2 photos. C'est mon père et Paul Nizan, c'est comme ça, ou les mêmes positions. Donc, moi je trouvais que la plupart des intellectuels font comme ça. C'est-à-dire, il y a le jour où c'est le show de l'intellectualisme. C'est très important pour eux. Ou quand ils parlent, par exemple, quand ils utilisent certainement de l'arabe, traduit, c'est mon ami ou quoi, c'est quand ils parlent. Donc, moi je fais ça. Aussi, pour moi, c'est le comique comme un instrument politique pour déconstruire le pouvoir. C'est toujours le pouvoir et sombre, toujours sérieux, c'est le pouvoir toujours sérieux. Donc moi j'utilise oui, c'est le mort, c'est la dérision, c'est comme un instrument politique pour détruire le pouvoir. J'ai fait la plupart de mes romans ce style pour vraiment c'est parce que c'est très important à mon avis comme on dit de construire l'État arabe par le mur, c'est pas par des choses sérieuses. Effectivement, j'avais préparé, mais je ne vais pas le lire, mais encore un autre extrait de ce 3e roman, Un musicien sur nuage, où il y avait des passages très pénibles, mais aussi des passages très humoristiques. Et je pense que c'est, comme tu décris, ça donne l'impression que c'est une façon douce de remettre en question pas mal de comportements, d'attitudes, de faits politiques. Ouais. Effectivement. Voilà, merci. Ouais. Si on reste pour rester sur Papa Sartre, je crois que ça serait intéressant de connaître un peu tes origines et l'histoire de ta famille, parce que tu parles des intellectuels de Bagdad, mais en fait toi-même tu es issu d'une famille aristocratique intellectuelle. Et dans l'interview avec Philippe Lançon, tu dis qu'apparemment chez toi il y avait plus de 10 000 livres. Oui. Et vous aviez une grande maison au bord du Tibre. Donc est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de cette famille intellectuelle irakienne? Oui, en fait, c'est mon grand-père qui a étudié à cette époque-là à Londres. Il est influencé par le socialisme, fadisme. Et quand il est rentré en Irak à cette époque-là, bien sûr, c'est ma famille, il est grand lecteur de la tradition arabe et la tradition perse aussi. Et mon grand-père à cette époque-là, il est allé en Russie, il a rencontré aussi Staline à cette époque-là. Donc, à Istanbul? Non. L'Empire ottoman? Non, c'est après. Des années 30. C'est le grand-grand-père était de l'Empire ottoman, il était ingénieur à cette époque-là. Il a étudié à Istanbul à cette époque-là. Donc c'est mon grand-père et aux années 30, il est allé en Russie à cette époque-là. C'est ce qu'il appelle la conférence de Bafo. Il y a beaucoup des intellectuels qui remontent à cette époque-là, rencontrés là-bas. Mon père étudiait aussi le journalisme, donc c'est ma famille, vraiment une famille intellectuelle. Il y a beaucoup des intellectuels qui viennent chez nous. On a rencontré beaucoup des intellectuels arabes. Et moi aussi, je trouve que je suis engagé aux questions des intellectuels arabes. Bien sûr, c'est après la réfugié, le statut qu'on j'ai pris, le statut de réfugié en Belgique.
je suis belge, mais toujours moi je dis, oui, je suis belge, mais je suis engagé vraiment dans les questions arabiennes, c'est-à-dire je suis engagé dans les démarches de la modernité, de l'islam et l'Occident, la condition des gens là-bas. Moi j'écris 3 articles chaque semaine dans les journaux arabes politiques. Je fais beaucoup de débats dans le télé arabe. Je trouve vraiment, je suis bien engagé dans les questions politiques et sociales arabes. Quand on a discuté, tu m'as dit que en fait, ta famille était communiste. Oui. Donc, Ouais. est-ce que tu peux nous parler de cet engagement pour le communisme aussi? En fait, c'est le communisme aussi, il est changé. C'est pas seulement le communisme. Mais moi, je suis bien engagé de la question de la modernité maintenant. Et quand j'ai vu mes amis sont allés au choix politique, moi je dis c'est le problème dans le monde arabe n'est pas politique. Jamais, il n'est pas politique. Il est social et culturel. Donc, pour cela, moi, j'ai choisi le roman. Parce que moi, je pense que par le roman, on peut changer les avis ou les idées culturelles ou la condition culturelle et sociale. Mais le changement politique, il y a des années 50, le changement politique au pays arabe, mais ça ne fait rien. On a beaucoup de changements politiques. Toujours le changement politique au monde arabe conduit au fascisme. Et le fascisme répétait les mêmes histoires. Et cette histoire se dépend sur la torture et les prisons. Donc, à mon avis, le changement politique n'est pas important. Donc, pour cela, moi je dis toujours, l'important n'est pas la démocratie au pays arabe, c'est toujours la modernité qui est très importante. Et au cœur de la modernité, c'est, à mon avis, c'est la liberté des femmes. Donc, c'est mes livres, surtout les derniers livres, La Mécréante par exemple, mon roman c'est La Mécréante, l'illusion le professeur des illusions, mon roman aussi. Je se consacre sur le démarche de la modernité au pays arabe et comment les femmes situées au cœur de ce changement. Donc, c'est pas communiste comme un mot vraiment. Mais maintenant, j'ai pas une identité, vraiment. C'est mon identité comme écrivain. C'est mon identité. Donc, si tout le monde demande, je suis quoi, irakien, arabe, je sais pas, c'est. Alors, c'était ma prochaine question. Alors, parce qu'en fait, j'ai remarqué que dans tes livres, il est effectivement essentiellement question d'identité. Et il y a un passage dans Vie et mort de Kamal Medat qui m'a paru assez important, que je vais citer. Donc, on est à l'époque des années 30 où on a ce jeune musicien juif, Youssef, qui joue beaucoup de violon. Et il dit, le soir venu, Youssef courait au théâtre et il ne voulait plus descendre de scène. Pas seulement par amour pour la musique, mais aussi parce que, dès le premier pas sur les planches, le masque de son identité tombait. Et tu dis un autre passage, la musique, l'art, la beauté résistaient à ces assignations sociales. Tu es juif, joue le rôle du juif, porte le masque du juif. Musulman, joue le musulman avec un masque musulman. Chrétien, comporte-toi en chrétien, à bord un masque chrétien. Mais refuser cette mascarade qui facilitait la vie sociale, c'était se condamner à être toujours étranger. Aussi, quand tous lui criaient de se conformer au rôle qui lui revenait, Youssef était-il éternellement ailleurs. Il ne se fiait à rien d'autre qu'à la musique, et celle-ci n'avait pas de religion.
Alors, c'est donc vraiment se disparaître derrière une autre identité. Donc la question que je voulais te poser par rapport à ça, c'est finalement, vous nous décrivez la vie d'un artiste qui veut juste exprimer son art, jouer du violon, mais qui est obligé, parce qu'il vit dans une société faite de plusieurs communautés qui s'affrontent, d'avoir une identité autre que celle de musicien. Alors, pour pouvoir continuer à jouer dans sa vie, il n'hésite pas à changer d'identité. Pour lui, être juif, chiite ou sunnite, ça n'a aucune importance. A l'inverse, dans Papa Sartre, on voit un personnage qui est prêt à tout pour que son identité soit reconnue, celle d'un intellectuel existentialiste. Alors, pour toi, l'identité, c'est quoi? C'est une malédiction, comme pour Kamal Medat qui cherche à la fuir, ou c'est une bénédiction, comme pour Papa Sartre qui cherche à en avoir une? En fait, quand j'étais cette petite histoire de ma vie, quand j'étais à Bagdad, à cette époque-là, j'avais 7 ans, et mon père était communiste, et il travaille clandestinement comme un communiste. Donc on a changé le quartier de temps en temps. Et toujours le quartier en Irak était sectarien, c'est-à-dire il y a un quartier juif, il y a un quartier chrétien, il y a un quartier musulman, chiite, sunnite et quoi. Chaque fois, moi je changeais l'histoire parce qu'on a venu, donc on a changé le nom et l'identité. Pour moi, je dis par exemple, moi je suis kurde, mon nom Azad et ma sœur est Gulistan, c'est un des noms kurdes, et je raconte une histoire de ma famille comme un kurde. Après, on a changé, on a déménagé à un quartier chrétien. Aussi, j'adopte un autre histoire chrétien. Je dis, je suis chrétien. Mon nom est par exemple Philippe ou Georges. Et ma sœur est Elisabeth ou quoi. Aussi, j'adopte une histoire de ma famille avec beaucoup d'imagination à cette époque-là. Et après, du chiite et du sunnite. Donc, moi, je trouve que l'identité, c'est une histoire racontée ou adoptée. Donc, c'est pas vrai. C'est le même. Moi-même, je peux changer l'identité comme je veux. Et ça aussi détruit mon identité, vraiment. Ça me fait aussi très tolérant et libre. C'est-à-dire, je peux accepter les valeurs, n'importe quelle valeur ou n'importe quelle culture. Et je fais ça dans tous mes livres, parce qu'à mon avis, c'est ce qui détruit l'Orient, c'est l'identité. Ils pensent que l'identité, quelque chose, il est très très réel. Mais pour moi, c'est une illusion, c'est pas réel. C'est une chose adoptée, c'est pas... Pour moi, c'est moi qui... Je ne sais pas moi qui en fait, mais c'est finalement, moi je trouve que je suis écrivain. C'est mon identité. Je suis écrivain, c'est-à-dire c'est mon rôle et c'est mon identité. Ça, c'est ce que me donné une tranquillité, quelquefois moi je dis irakien de quel sens? Je ne sais pas c'est de quel sens irakien. Ou par exemple musulman, de quel sens? Je ne suis pas jamais dans ma vie comme un musulman ou qu'importe comme un musulman. Chiite, sunnite, c'est pour moi, c'est une chose vraiment, c'est drôle. Donc, m'écrivain, vraiment, c'est écrivain. C'est-à-dire, je me sens dans ma tête et dans mon corps que je suis écrivain. Donc, c'est mon identité. Tu as dit dans une interview que c'est l'art, au contraire de la religion, qui joue un rôle essentiel pour faire une société. Oui, bien sûr. À mon avis, c'est l'art, parce qu'on a tous accepté l'art. Et ça m'a donné vraiment beaucoup de plaisir et sensuel. Et à mon avis, depuis longtemps, pour cela, peut-être c'est dans l'extrait, dans le Papa Sartre, ça j'étais étouffé quand je lis des choses, par exemple philosophiques, abstraites.
Parce que moi, je me sens aussi la philosophie, comme on dit, d'imprévu, le main du sens de l'humanité. Donc, dans l'écriture, moi, je me sous-consacre sur la sensualité. Moi, je me sens que la sensualité, au contraire de les idées et l'abstrait. Et ça aussi me fait une comparaison où on a, comment on dit, un conflit entre la religion et l'art. C'est l'art et la sensualité, et la religion, c'est des idées et des choses abstraites. Ouais. Ouais, c'est bon. D'accord, merci. J'aurais peut-être une dernière question pour ma part, en tout cas, parce que je pense qu'il faut conclure. Pour vous laisser aussi le temps de poser des questions, j'imagine que vous en avez beaucoup. Dans Vie et mort de Kamal Meda, Ouais. tu dis une phrase ou deux phrases en fait, qui m'a frappée. Le changement ne viendra jamais des masses. La foule est toujours dangereuse. Est-ce que tu peux un peu expliquer ce que tu voulais dire par cela? Est-ce que c'est uniquement en Irak, au Moyen-Orient, en Europe? Et qu'est-ce que tu voulais dire effectivement par cela? Ouais, peut-être que j'ai expliqué ça dans mes derniers romans. Les Montaires emportent tout. C'est mon dernier roman. Et aussi. Donc il faudra absolument. Oui, et aussi le Musicien des Nuages. J'ai parlé de le prolétariat lampen aussi. C'est les masses, à mon avis, qui détruit les valeurs de la démocratie. C'est le masse. J'ai peur de masse, vraiment. J'ai peur de masse. Ça, peut-être, je n'est pas d'accord avec les communistes quand ils parlent de... C'est pas pour détruire le masse, mais changer la condition de masse. Où je trouvais ça, c'est le même. J'ai fait une comparaison entre l'Italie des années 30 et l'Irak. Parce qu'à mon avis, c'est les masses qui a fait le fascisme en Italie. Et ça aussi, Giovanni Gentile, qui est le philosophe de le fascisme à cette époque-là, parle de le corps de la nation, c'est le masse. Aussi, Saddam Hussein fait la même chose. C'est-à-dire qu'il y a toujours un masse qui a fait la notion de nationalisme, de religion, de tout ça. Donc, j'ai décrit dans tous mes livres la condition des masses aux pays arabes. Comme je sens, on a un petit communauté qui corroie des valeurs, comme on dit, humanistes. C'est les valeurs de l'égalité, de la liberté. Mais c'est vraiment une petite communauté. Devant une grande majorité, c'est la majorité de masse. Donc ça fait dans le monde arabe c'est un équilibre et aussi c'est le problème. C'est ce que je décris dans mes romans toujours. C'est soit dans le Papassar par exemple et dans le Vie et mort de Kamal Medhat, surtout c'est les derniers chapitres. Et à mon avis, cette masse est une crise depuis les années 50 jusqu'à maintenant. Donc, c'est le problème, à mon avis, social, culturel, économique. Donc, il faut changer la condition de masse pour avoir la démocratie. Ce n'est pas la démocratie. Moi, j'ai parlé de ça avec les intellectuels américains de l'invasion de l'Irak. Moi, je font quoi? C'est quoi la démocratie avec le masse? Et finalement, s'il y a quelque chose dans l'Europe, en fait, c'est l'individualité. L'individualité, c'est très important, à mon avis, pour la démocratie. Parce que tu es libre à choisir. Mais c'est au pays arabe, ce n'est pas libre à choisir. C'est de choisir, tu choisis pour, soit pour la religion, soit pour la confession, soit pour la famille, c'est le voisin, il n'est pas voisin, c'est pas... Mais vraiment, il y a quelque chose, individualisme dans l'Europe,
qui a fait, à mon avis, c'est la démocratie. Donc, pour cela, il y a un écrivain qui j'aime beaucoup, peut-être son livre, il m'a influencé beaucoup, Garibaldi, l'Italien qui a écrit son Lombardo, c'est son roman Lombardo, qui parle comment le changer, changer la condition politique en Italie, aux Siciles. Peut-être ce livre, quand je lis, moi vraiment c'est influencé beaucoup quand j'avais 15 ans, quand je lis ce livre. Quelquefois, moi je fais quoi? J'ai changé les Italiens par les Irakiens, ou les Siciliens par les Irakiens. Il dit quoi? C'est sur les Siciliens. Les Siciliens ne changent pas parce qu'ils pensent qu'ils sont les meilleurs dans le monde. C'est comme les Irakiens, comme les Arabes aussi, ils pensent qu'ils sont les meilleurs dans le monde. Il n'y a pas de critique. Donc, oui, donc c'est aussi quand il parle de masse, parce qu'il était aristocratique à cette époque-là, donc il pense que les valeurs italiennes, il est détruit. Donc, une fois, il y a une rencontre avec lui, il lui a dit, maintenant en Italie, il y a une démocratie, c'est très important. Il y a une élection, il est très important. Il a dit, oui, il est très important, mais inutile. Parce que, oui, c'est parce que c'est aussi, en Italie, c'est la famille, elle est très, très forte, donc il n'y a pas de vie individuelle. C'est comme dans le monde arabe. Pour cela, moi, je dis, c'est toujours, quand on parle de la démocratie, il faut parler de la démocratie jusqu'à maintenant de certains pays européens. C'est pas généraliser ça, ni dans l'Europe de l'Est, ni dans l'Iran, par exemple, aussi, il y a des élections, mais il n'y a pas de démocratie. Donc, il y a beaucoup d'élections. Tout le monde maintenant fait une élection, mais ça ne fait rien. Aussi, pour cela, moi, quand je parle dans le pays arabe, quand j'écris, je ne parle pas de la démocratie. Il faut parler de la modernité, il faut parler des valeurs de la lumière. C'est la liberté, c'est les fraternités, comment on dit, c'est l'égalité. C'est très important dans le monde arabe, ce n'est pas l'élection de la démocratie. Ouais. Merci beaucoup. Je propose qu'on fasse un premier tour de questions. Si vous souhaitez, on peut avoir un premier débat. Et ensuite, je parlerai du poème sur Athènes. Merci beaucoup, c'est magnifique la façon dont vous présentez les choses. Et je voudrais d'abord poser une petite question concernant votre famille, parce que vous avez parlé des intellectuels communistes. Ça, c'est du côté de votre père ou des deux familles? Et du côté de votre mère, c'est la même chose? C'est la même chose. Les deux familles étaient des intellectuels communistes. D'accord. Alors, j'ai bien aimé, je trouve que vous avez très très bien décrit ce qu'est votre patrie. L'écriture. L'écriture, et peut-être encore plus, vous avez dit, le plaisir, ou on peut le dire de façon lacanienne, la jouissance de l'écriture. Ça, c'est une... Mais la langue, quelle langue? Il y a le plaisir aussi de l'écriture, mais quelle langue? L'arabe. Voilà. D'une part, alors il y a cette racine-là de l'écriture, votre identité comme vous avez essayé de le décrire, mais vous avez besoin, il y a la famille, les pays arabes, pour supporter l'écriture. Il y a les deux versants. Oui, bien sûr. J'ai vécu là-bas. Oui, mais juste pour... J'ai vécu là-bas. Je me trouve que je parle arabe dans la maison. Donc, je suis bien sûr de ce sens, je suis arabe. La langue. Mais
Pas hors de ça, pas hors de ça. Je dis par exemple, pourquoi quelquefois, il y a quelqu'un qui me demande pourquoi tu cries sur l'Irak, parce que ce pays, je le connais bien. C'est seulement, je suis vécu là-bas. Maintenant, j'écris aussi sur la Belgique. Aussi, j'aime beaucoup la Belgique. J'écris sur la Bible aussi, c'est quelque chose de drôle sur les Belges, je crois, mais oui, c'est normal pour moi. Si je vis, par exemple, en Grèce ici, je parle de Athènes aussi. Comme à 7 ans. Oui. Comme oui. à 7 ans. Exactement ça. C'est ça qui est magnifique. Mais ça pour moi, c'est pas l'identité comme une identité. C'est-à-dire c'est l'identité qui fait les gens qui défendent l'identité comme une chose, c'est le meilleur identité dans la vie. Pour moi, il y a une seule identité, à mon avis, c'est masculin et féminin. C'est l'identité biologique. On ne peut pas... oui, je ne sais pas, mais il y a une mentalité, il y a une mentalité un peu différente. Aujourd'hui, ça... Oui, mais c'est peut-être quelque chose de biologique. Hein. C'est pas, je ne dis pas que je suis... Bien sûr, quand j'écris, par exemple, mon roman, La mécréante, j'écris La mécréante d'une voix féminine. C'est la première fois que je parle de moi-même comme une femme. C'est la première fois. Moi, je me sens on a quelque chose qui est féminin dans notre corps, donc il faut retrouver ou parler de ça. C'est la première fois que j'écris sur... Tu peux peut-être préciser ce que c'est une pièce de théâtre? Oui, le roman est pièce de théâtre en fait. En français, oui. Qui a été joué à Bruxelles. Oui, il est joué à Bruxelles. Il parle d'une femme irakienne. Son père était kamikaze. Son mari était kamikaze aussi. Son père, il a fait un attentat à Afghanistan. Son mari, il a fait un attentat à Bagdad. Mais son mari, avant d'aller pour faire l'attentat, il lui a raconté qu'il y a des 70 femmes vierges qui l'attendent dans le paradis. Vous connaissez cette expression? Donc, elle se sent qu'elle est humiliée par cette chose. Donc, il a quitté l'Irak, il est allé en Belgique, à Bruxelles. À Bruxelles, là, elle a travaillé bien, il a appris le français bien. Donc, elle a décidé à revenger de son mari. Elle a décidé à coucher avec 70 hommes belges. Chaque jour, elle va à un bar pour choisir un homme qui est beau, par exemple, belge. Donc, elle ne demande pas de son identité, son nom. C'est pour elle, c'est mon corps. Après, elle est tombée amoureuse d'un homme flamand. Donc, et après, une fois, il est disputé avec lui, il a quitté la maison et il a fait un accident. Et dans l'hôpital, elle a raconté sa vie quand il était en Irak, comment elle est venue en Belgique, quand elle a demandé le statut de réfugié, quand elle est parlé, elle est violée aussi avec le passeur quand elle était arrivée en Belgique, et aussi comment elle se sent comme un Belge, une nouvelle Belge, parce qu'elle a changé son nom, comme Sophie. Donc c'est le nom de la pièce de théâtre quand Fatima se fait appeler Sophie. On appelle ça Sophie et Fatima. Fatima c'est son nom original et après elle est devenue comme un Belge. Bien sûr, elle habitait comme un Belge, je crois. Elle a un appartement à Laken, elle est riche. Donc c'est la première fois, moi je parle comme une femme parce qu'il est, comment on dit, il est monologue. Ouais. C'est aussi le roman comme un monologue. Maintenant peut-être il va être un film, un movie. Ouais.
C'est une pièce de théâtre qui a eu beaucoup de succès en Belgique. Ouais. 4 ans, il est Tourné à 4 ans. Il y a une question là-bas. Bonsoir, je n'ai pas encore lu vos livres, c'est Isabelle qui vient de me les recommander et je suis très curieux, vraiment très curieux de les lire. Mais en parlant de cet âge d'or de l'échange d'idées, cet âge d'or intellectuel des pays arabes, l'Irak aussi, ça correspond à quel contexte politico-historique? Parce qu'on a du mal un peu à cerner cette époque entre les régimes semi-coloniaux de Farouk en Égypte, de Faisal en Irak, et la dictature post-68 de Al-Bakr et Saddam Hussein. Je sais qu'il y a eu une série de renversements de régimes un peu violents, de coups d'État, il y a eu une autonomie kurde dans les années 60. À quoi correspond cette époque de liberté ou de semi-liberté, disons, d'échange d'idées? C'était lors du régime pro-nassérien, c'était quand le Ba'ath a essayé de renverser ce régime. Nous parler un peu de ces années du point de vue historique, parce qu'on est un peu dans le brouillard là. Merci pour cette question. En fait, moi je pense que il y a certains moments où on a échappé de dictature. La dictature n'est pas en toute la vie. Une fois après 2003, je suis allé en Espagne. Je suis invité, c'est la première fois que j'ai quitté mon pays pour aller et participer à une conférence là-bas. Et les gens me trouvent que je connais bien Heidegger, et Proust, quoi, je bois du vin, je danse avec les filles, c'est quoi? Elle me dit, tu vis en Europe? Moi je dis non, c'est au pays arabe. N'est pas traumatisé, mais c'est normal à mon avis. C'est pas toujours, c'est une dictature tuer la vie. Bien sûr, à cette époque-là, il y a de l'existentialisme, il y a le communisme, il y a du libéralisme. Par exemple, on a un grand courant dans le pays arabe qui s'appelle le courant de poésie par Adonis, Unsil Haj et les autres écrivains et penseurs à cette époque-là sont libéraux. Donc, c'est au contraire les nationalistes qui, à cette époque-là, influencés par l'essor de Gamal Abdel Nasser. Il y a des communistes depuis longtemps, des années des 30 et 40, influencés par, en Irak par exemple, le marxisme venu par les Anglais. C'est les Anglais avec le colonialisme. Il y a certains soldats à cette époque-là et officiers qui étaient influencés par le marxisme. Il y a un qui s'appelle Mackenzie, John Mackenzie. John Mackenzie, il est un officier anglais. Il restait en Irak, il a fait une librairie là-bas. Il a apporté beaucoup de livres anglais sur le marxisme à cette époque-là. Les intellectuels irakiens influencés par ce librairie et après il est devenu marxiste. Et la partie communiste irakienne est constituée en 1930. Donc on a depuis les années 30 un parti communiste. C'est les juifs irakiens. Peut-être vous ne connaissez pas cette information. Les juifs irakiens, à cette époque-là, 20% de la population irakienne habite à Bagdad, sont très éduqués. Il étudiait la philosophie, certains étaient professeurs. Donc, le troisième leader, le troisième directeur de la partie communiste irakienne était juif. Il est fusillé par le colonialisme anglais. Donc, bien sûr, il y a beaucoup des années 60, il y a beaucoup
des intellectuels arabes qui étudiaient la philosophie en France, à Paris, à Londres, en Amérique. Donc, il y a des débats, il y a des comment on dit, discussions dans le monde arabe, mais c'est toujours, comme on dit, c'est l'espace public est dominé par le gouvernement. Toujours dominé par le gouvernement, surtout c'est le gouvernement militaire après 1953. Et ça a changé beaucoup le monde arabe. Et Bagdad, quand il est au Bagdad, hier on a parlé de ça, le télé de Bagdad, des années 40, avant la Belgique, avant plusieurs pays européens. À cette époque-là, bien sûr, il y a beaucoup de... Agatha Christie vécu à Bagdad 10 ans. À cette époque-là, Bagdad... Moi, j'écris un article dans Le Monde après l'invasion de Daesh ou Al-Mosul, de Bagdad des années 50 et des années 60. Par exemple, les écrivains européens aiment vivre à Bagdad. Ils sont échappés, surtout les homosexuels, par exemple, et les gens qui n'aiment pas l'Europe ou il y a quelques problèmes avec l'Europe, ils viennent vivre à Bagdad. Donc, c'est vraiment, Bagdad, bien sûr, c'est l'Alexandrie, le Caire, Damas, Beyrouth. Était très très cosmopolitain, mais ça tout à fait détruit après l'essor du nationalisme arabe. C'est les déportés, les juifs, déportés, les étrangers, déportés. Et ça aussi, à mon avis, c'est parce qu'il y a un sens, contre-sens, c'est pas son sens, contre-sens du nationalisme, contre-sens de l'identité arabe. Et ça me fait, pour cela, moi je parle beaucoup de cette chose dans mes livres. Et comment les démarches, comment il est coupé les démarches de la modernité du pays arabe. Et après, on a arrivé à ce résultat. Oui, bonsoir. Moi, j'ai beaucoup aimé votre livre. J'ai lu uniquement Papa Sartre, mais je vais lire le suivant dans la foulée. Pour de nombreuses raisons. Il y a un passage que j'aimerais que vous nous commentiez, si vous voulez bien. Je vais le lire, c'est très court. C'est la civilisation islamique n'a pas marginalisé la folie. Elle a été victime de sa tolérance et s'est laissée dominer par sa pensée irrationnelle. Sinon, comment expliquer l'aspect irrationnel de notre civilisation? Tout simplement parce qu'elle n'a pas exclu la folie comme l'avait fait la civilisation occidentale. C'est comique sur oui, sur les gens qui sont influencés par le livre de Foucault sur la folie dans comment on dit, c'est le livre de Foucault, la folie dans le Moyen-Âge, je ne sais pas si c'est comme ça. Ouais, oui. Donc c'est les intellectuels à cette époque-là. Moi, quand j'étais par exemple à l'université, j'étudie la philosophie là-bas, et je trouve mes amis, ils font les mêmes choses. C'est les méthodes, ils prennent les méthodes de Foucault, de Jacques Derrida et quoi, pour critiquer l'Occident. Pour critiquer. Moi je dis pourquoi? C'est une méthode. Il faut inverser la méthode contre notre civilisation, contre notre culture. Donc il faut utiliser la méthode de Foucault et de Jacques Derrida d'analyser notre culture. C'est pas faire les mêmes choses, critiquer l'Occident, c'est pas vraiment... C'est comme cette méthode exclusivement pour étudier ou pour critiquer l'Occident. Donc moi je fais cette chose pour... C'est comment utiliser le livre de Foucault, si dans vraiment ça, dans le dernier chapitre du livre de Foucault, il parle de permanence dans la civilisation islamique. Il y a des permanence, c'est-à-dire
les folies n'est pas exclu dans la civilisation islamique de l'islam. Donc, c'est comment utiliser ce livre. Donc, moi, je fais ça comme on dit, c'est comique sur les intellectuels arabes. C'est pour ça que vous dites que les philosophes sont tous des ahuris. Exactement ça. En fait, ça aussi, ce qu'on trouve maintenant quand il parle de la philosophie de Jacques Derrida, par exemple, toujours il parle de centrisme de l'Occident. Moi, j'ai fait le centrisme dans la philosophie islamique. Je parle de ça, c'est-à-dire le logo islamique, comment marche dans la tradition. Oui, d'ailleurs, on sent bien dans ce livre, en tout cas, que oui, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de légèreté, il y a une description de la société, des intellectuels, etc. Mais c'est vrai que le fond, c'est toute cette façon dont, à travers les existentialistes et les structuralistes, et après le pan-islamisme, on sent qu'il y avait déjà dans cette société le germe de ce qui l'attendait. Et ma question suivante, ce sera la dernière, après je rends le micro, c'est quelle est la situation aujourd'hui? Ah oui, c'est bien sûr quand j'écris ce roman, 2001. Avant les islamistes de venir. Donc vraiment c'est prévu que les intellectuels après. Et ici on a imité l'existentialisme comme ça et imité le structuralisme comme ça. Et après on a rentré au islamisme, c'est la même chose. Et maintenant c'est les communistes avec le barbe et avec le turban, il est devenu comme il est rentré comment on dit, c'est le premier de chemin. Donc, quelle est la situation maintenant? À mon avis, c'est... Moi je suis pas... je suis optimiste, vraiment. Je suis optimiste. Maintenant, c'est une grande génération. C'est partout dans le monde arabe. Tu vas au Saudi Arabie, en Égypte, en Irak, en Syrie. Et cette génération, à mon avis, c'est plus libéré que l'autre génération. Et ça, grâce aux médias sociaux, le Facebook et le Twitter et quoi. Ils ont des amis partout. Ils ont des amis asiatiques, européens, les plus ouverts. Quand je vais, par exemple, cette année-ci à Bagdad pour signer mes livres, moi, je trouve vraiment, je suis étonné de cette génération. Je suis très très heureux de rencontrer cette génération. Donc, à mon avis, c'est pas vraiment les choses. Ah, c'est toujours le manquerie comme on dit, c'est le manque de l'histoire. On a fait ça, mais c'est après trouver autre chose. Donc, c'est maintenant l'islamisme en échec, en Irak, en Iran aussi. En Iran aussi. C'est peut-être la Turquie, peut-être elle est devenue islamiste et l'Iran va être séculaire. Je me sens ça quand je vais en Turquie, quand je vais en Iran. Mais c'est l'Irak, en Égypte, en Syrie aussi. Moi je trouve qu'il y a une amélioration des idées, des intellectuels, de la société. Ça grâce des femmes, à mon avis. C'est les femmes maintenant plus courageuses qu'avant. Il y a beaucoup de liens, de contacts, surtout dans le Facebook, le Twitter, de ça. Donc, on voit. Ali, on nous dit qu'il est temps de terminer un petit peu, mais avant de terminer, j'ai tout de même une petite question, parce que je pense que ça va intéresser beaucoup d'entre vous aussi. Quels sont tes projets futurs? Sur quoi est-ce que tu travailles maintenant et sur quoi est-ce que En fait, moi je travaille sur un roman sur la Belgique qui s'appelle Le Belge érotique. Un roman comique sur la vie sexuelle en Belgique. Ça nous l'a envoyé, c'est pas
c'est peut-être... c'est parce que j'ai beaucoup d'histoires que j'ai racontées à mes amis. Donc il m'a demandé à écrire comme un roman et après j'ai commencé à écrire comme un roman. J'espère que cette année je le finis et publier en arabe et après on voit de traduire. On sera impatient d'entendre la traduction. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Anita, le poème d'Athènes. Un poème sur Athènes. Ah, c'est le poème. Alors, vous nous donnez encore 5 minutes? Oui. Très bien. Un micro. Alors, je ne vais pas vous lire tout le poème, mais il y a juste un extrait qui, je trouve, donne vraiment l'ambiance. Alors, tu veux le lire, tu vois? Non, Oui. c'est à moi. Tu l'as pas lu avant, mais... Ok. Alors, c'est ça le titre. Ah, attends, Lis-le dans ta tête avant que J'ai dit, Madame, le roi s'est installé sur l'acropole et les philosophes sont morts depuis fort lentement. Et moi, il me faut cueillir des mots, des signes et des regards. Une trace maintenue. Je la joie. Madame, je suis sans pays et sans femme. La fille grecque qui j'aime m'a quitté. Et les poètes que j'ai connus sont tous devenus soldats.